30 janvier 1933. Hitler est maintenant sur le chemin du pouvoir absolu. Quelques centaines de personnes crient « Heil mein Führer » pour saluer un changement de gouvernement comme il s'en est produit si souvent au cours de la République de Weimar. Les images ne trahissent rien d'anormal. C'est un gouvernement conservateur avec son nouveau chancelier. Nous avons choisi Hitler, mais nous sommes toujours les maîtres de ce pays, pense von Papen, le vice-chancelier. Or, Hitler a toujours été clair sur ce point. S'il prend un jour le pouvoir, il ne l'abandonnera plus jamais. Avait-on prêté suffisamment attention à cette profession de foi? Un simple changement de gouvernement, en apparence, mais la vérité est tout autre. Les bannières à croix gammée flottent déjà sur le pays. L'Allemagne marche tout droit vers la dictature. Tous ceux qui ne suivent pas le mouvement sont persécutés. Dès la première nuit suivant la prise de pouvoir d'Hitler, l'État pratique ouvertement la terreur. Ces images ont été prises à la dérobée. Extrait d'un film américain de l'époque tourné par un juif allemand qui a pu quitter l'Allemagne avant qu'il ne soit trop tard. Étonnement, peur, effroi. Les Allemands prennent conscience de ce qui se passe. Celui qui vient d'accéder au pouvoir en Allemagne ne plaisante pas. Hitler était un dictateur qui savait manipuler le pouvoir et qui était capable d'user de toute la brutalité et de toutes les cruautés nécessaires à asseoir son autorité. Il a utilisé son pouvoir jusqu'au bout, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. 10 jours après avoir pris le pouvoir, Hitler, le nouveau chancelier du Reich, apparaît en public pour la première fois. Un grand rassemblement est organisé au Palais des Sports de Berlin. La foule est venue nombreuse pour le voir. Seule une dictature peut réussir à rassembler autant de gens. Et Hitler se fera un plaisir de le répéter. Pour les démocrates, on ne se déplace pas. Ces slogans sont toujours les mêmes, à la seule différence qu'ils ont désormais une autre résonance. Il veut l'ordre. Mais qu'entend-il vraiment par là? Les Allemands l'ignorent et ne tiennent pas vraiment à le savoir. Ils se disent qu'ils ont enfin un chef qui prend les choses en main. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Pour moi, Hitler avait tout d'un dictateur. Il avait une diction très particulière, la manière dont il prononçait les mots et celle dont il avalait certaines syllabes. Il hurlait toujours dans le micro. Non, sa façon de parler était vraiment celle d'un dictateur. Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es muss mithelfen. Es soll nie glauben, dass ihm plötzlich Freiheit, Glück und Leben vom Himmel geschenkt wird. Il a pourtant bien écrit dans Mein Kampf que le peuple est si bête qu'on peut en faire ce qu'on veut. Il suffira seulement de lui répéter tous les jours les mêmes slogans et le tour est joué, il obéira à tout. Wir wollen nicht lieben, wollen nicht schwindeln. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. L'incendie du Reichstag. Hitler exploitera ce forfait pour persécuter les communistes. Après le Reichstag, les livres sont brûlés en Allemagne. Et plus tard, ce seront les hommes. Hitler élimine tous les opposants au régime. Enfermés dans des caves ou déportés dans des camps construits à la hâte, ils sont martyrisés, torturés. La plupart des gens ferment les yeux, ce n'est pas leur affaire. Ce sont les autres qui sont concernés, pas eux.
Le peuple allemand doit obéir au doigt et à l'œil, coup sur coup et systématiquement. Il est complètement remodelé. Hitler appelle cela la mise au pas. Les droits fondamentaux ne sont plus respectés. La liberté de presse, de réunion et d'association est suspendue. L'état d'urgence règne en Allemagne. C'est la révolution nationale socialiste, une révolution par le haut, marquée par la terreur et l'atmosphère diffuse d'un nouveau départ. En vue des élections du Reichstag du 5 mars 1933, Hitler se lance dans une nouvelle campagne électorale. Il espère obtenir de meilleurs résultats qu'en novembre 1932. Il veut ainsi s'assurer le réel soutien du peuple. De nouveau, il apparaît comme le plus fervent défenseur de ses propres thèses. Pourtant, il ne semble pas inquiet, car il a pris une décision. Si les suffrages des Allemands ne sont pas en sa faveur, alors il tranchera pour eux, d'une manière ou d'une autre. Ce sont les dernières élections aux apparences démocratiques, mais elles ne sont plus libres ni équitables depuis longtemps. Hindenburg, le vieux président du Reich, a rendu Hitler présentable aux yeux des Allemands. Sait-il vraiment qui il a parrainé? Von Papen, le vice-chancelier du Reich, a raison sur ce point. Les élections ne donnent pas la majorité absolue à Hitler. Il est furieux. Il n'a pas réussi à se débarrasser de la bande, c'est-à-dire les conservateurs, ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Pour la session d'ouverture du nouveau Reichstag, Potsdam est le théâtre d'un spectacle à la mise en scène solennelle. Hitler en redingote, un honnête homme qui cherche à exalter la gloire de la Prusse. Mais tout cela n'est qu'une mascarade, car Hitler n'a jamais eu en tête les intérêts de la Prusse. Le fait que le vieux maréchal, encore président du Reich, marche aux côtés d'Hitler, transforme cette procession en mélodrame. Dans la vénérable église de garnison de Potsdam, Hitler sollicite les faveurs du Parlement. Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre von dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor dem Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden. Une poignée de main symbolique. La vieille Allemagne et la nouvelle ne semblent faire qu'une. La session du Reichstag à Potsdam apparaît comme le premier jalon du chemin qui mènera Hitler au pouvoir absolu. Hitler veut ainsi regagner la confiance de la bourgeoisie. Tout ce spectacle n'était qu'une comédie, je ne l'ai pas pris au sérieux. Pour moi, ce n'était qu'un leurre, et l'histoire a montré que c'était bien cela. Aurait-on pu encore barrer la route à Hitler? Les esprits critiques eux aussi se sont laissés berner par ce spectacle. Ils ont oublié que depuis l'accession d'Hitler au pouvoir, c'est la violence qui règne. Impossible, mais beaucoup pensent que cela n'ira pas plus loin. Hitler dupe beaucoup d'Allemands et presque tous se laissent abuser. 2 jours plus tard, l'honnête homme révèle son vrai visage. Hitler, qui porte la chemise brune des SA, arrive devant l'Opéra Kroll pour la session du Reichstag. Le Parlement, qui n'en est plus un, tient désormais séance dans ce bâtiment. À l'entrée, les SA intimident avec leurs armes les derniers démocrates. En votant la loi sur les pleins pouvoirs, le Reichstag se prive de son propre pouvoir. Seul le Parti social-démocrate s'y oppose. Désormais, Hitler détient tous les pouvoirs. La démocratie s'élimine d'elle-même, cédant la place à la dictature. Tout cela dans une apparente légalité. Après le vote de la loi sur les pleins pouvoirs, on savait qu'Hitler s'était accaparé tous les pouvoirs et qu'il lui était désormais possible de mettre tout son programme en œuvre. On savait qu'il n'y aurait plus d'assemblée et qu'il incarnerait à lui seul l'État allemand. Ce nouvel État ne repose plus désormais sur la loi fondamentale, mais uniquement sur l'arbitraire d'un seul homme. Ce que cela signifie, le peuple allemand va l'apprendre rapidement.
C'est par milliers que les opposants au régime disparaissent dans des camps de concentration prétendument réglementaires. Dachau est le premier camp mis en service. Chacun peut lire cette nouvelle dans le Völkischer Beobachter, le jour même où Hitler promet à Potsdam ordre et justice dans ce nouvel État. Nous voulions continuer à vivre notre adolescence sans subir aucune sorte d'influence. À ce moment-là, on nous a dit que nous avions péché contre l'État. Pas contre les nationaux socialistes, mais bien contre l'État, contre le Reich et contre la Révolution nationale. Tout cela n'était pour nous que des grandes phrases. Or, on nous a accusés de porter atteinte à la sûreté de l'État. Les opposants étaient envoyés dans les camps. C'était l'arbitraire total. Seule une dictature pouvait se comporter de la sorte. L'état de droit n'existait plus. Meine Herren, seit dem 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen, die in unserer Geschichte einst mit Recht als die nationale Revolution bezeichnet werden wird. Dass ein solcher geschichtlicher Vorgang wie jede Kampfhandlung hier und da auch von bedauerlichen Erscheinungen begleitet ist, liegt auf der Hand. Les propos d'Hitler semblent bien cyniques quand on voit ce qui se passe en Allemagne au même moment. Les Juifs ne sont plus des Allemands. C'est ce que veut Hitler. Ils finiront donc dans les camps à Auschwitz, par exemple. Les Juifs qui le peuvent quittent l'Allemagne avant qu'il ne soit trop tard. L'élite intellectuelle, elle aussi, fuit l'Allemagne. Parmi eux, Thomas Mann, Kortner, Richard Tauber, Albert Einstein. Ernst Lubitsch fut l'un des premiers à s'enfuir aux USA. Désormais, les bons Allemands sont entre eux. D'un côté, le peuple allemand animé de vieux sentiments, de l'autre, le froid cynisme d'Hitler. Tout cela semble bien se compléter finalement. Tous ceux qui menacent de près ou de loin les visées hégémoniques d'Hitler sont éliminés. Il affiche des rapports harmonieux avec les syndicats. Pour briser leur résistance, il a l'aplomb de déclarer lui-même le 1er mai jour du travail national, jour férié, ce que les syndicats souhaitaient depuis longtemps. Pourtant, il a peu de bienveillance pour le syndicalisme. La fin des syndicats est bientôt annoncée. Le lendemain, le 2 mai. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, der Mai ist gekommen. Des commandos de SA assaillent les maisons des syndicats et arrêtent les responsables. Les membres sont réintégrés au Front du Travail, créé par le Dr Ley, et leurs biens confisqués. Aucune résistance, aucune grève générale. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Beaucoup d'Allemands semblent satisfaits. Qu'il n'y ait plus de pluralité des partis et que le Parti national-socialiste allemand des travailleurs devienne l'unique parti, le parti de l'État, ne les émeut guère. Beaucoup d'entre eux ont attendu un homme comme Hitler, un homme qui réponde à leurs besoins d'un pouvoir fort. Enfin, ils ont trouvé un homme qui fasse table rase des partis et de leurs zizanies, un homme qui veille au calme et à l'ordre, un homme qui les décharge de leurs responsabilités. Beaucoup d'Allemands ne se sont pas seulement contentés de subir le système, ils y ont aussi directement participé. Une véritable armée de fonctionnaires, de collaborateurs, de dénonciateurs et d'espions se met en marche. Qui fait quoi, quand et comment? Le peuple allemand n'est pas seulement un peuple victime de la séduction d'Hitler, mais aussi un peuple où fourmillent les petits fureurs. L'espionnage mutuel, qui n'avait pas été ordonné officiellement, mais qui était tout de même bien vu, s'est mis rapidement en place. On savait désormais comment tous les Allemands devaient être et ce qu'ils devaient penser. Et chacun était à même de discerner si son voisin ou telle autre personne avait des opinions différentes de celles du régime.
Hitler doit encore résoudre un problème personnel. Il doit éliminer l'un des siens, un vieil ami qui le tutoyait, un vieux compagnon de route. Cet ami, c'est Ernst Röhm, le chef des SA, l'homme qui se tient presque toujours en retrait. Les SA constituent une puissante garde de 3 millions d'hommes. Ce sont eux qui, par la violence et les coups, ont persuadé l'homme de la rue. Par la suite, les soudards d'Hitler ont réglé un certain nombre de comptes à sa demande, sans toutefois recevoir en retour les postes qu'ils avaient en vue. Le Führer feint d'être toujours l'un des leurs. Die große Zeit ist jetzt angebrochen, auf die wir 14 Jahre lang gehofft hatten. Deutschland ist nun erwacht. Da möchte ich euch jetzt danken, dass ihr nicht wankend geworden seid, dass ihr mich in der Zeit nicht verlassen habt. Denn nur euch allein ist ja das alles zuzuschreiben. Wenn ihr damals gegangen wärt, niemals wäre Deutschland mehr gerettet worden. Und ihr müsst heute nun aber auch die unerschütterliche Kampfgruppe sein der nationalen Revolution. Pour Röhm, cette révolution nationale n'est pas allée suffisamment loin. Par ailleurs, il aspire à plus de pouvoir. Il cherche à rassembler les SA et la Reichswehr, l'armée du Reich, en une armée populaire sous son commandement. Les généraux de la Reichswehr s'alarment devant les revendications de plus en plus précises que formule Röhm. Hitler doit trancher. La décision n'est pas difficile à prendre car il a besoin des généraux de la Reichswehr pour cette guerre qu'il a planifiée depuis longtemps. Hitler donne donc l'ordre d'assassiner Röhm. In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. En août 1934, Hindenburg, président du Reich, décède. Il avait eu le temps de manifester son approbation grandissante vis-à-vis des coups de force du chancelier. À sa mort, Hitler se proclame de lui-même président du Reich, cumulant ainsi les fonctions de président et de chancelier. Il se donne le nom de Führer. Maintenant, il a vraiment tous les pouvoirs. Ses proches collaborateurs ne doivent plus dire « Bonjour, monsieur le chancelier », mais « Heil, mon Führer ». Le salut hitlérien marque le début d'une nouvelle ère. Diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, Der Eid war ein sehr geschicktes Mittel. Le serment était un moyen très habile pour établir un lien avec le passé et pour rallier ainsi au national-socialisme une bonne partie des officiers encore hésitants et très fortement attachés à la monarchie. Puisqu'il fallait à tout prix prêter serment à quelqu'un, alors on a prêté serment au Führer. Ça s'est passé tout simplement comme ça. De plus, le fait de prêter serment à une personne plaisait plus aux soldats allemands que de jurer sur un livre. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'était comme ça. Le serment comme remerciement pour avoir commis un meurtre, celui d'Ernst Röhm, le concurrent d'Hitler. Pour beaucoup de soldats qui, par leurs convictions personnelles, auraient pu rechigner, le serment, et cela je le sais par ma propre expérience, entravait toute velléité de rébellion. Il y a eu certainement un bon nombre d'officiers qui se sont servis de ce serment pour se disculper, pour pouvoir se dire « Ma foi, je n'ai rien entrepris contre cet homme parce que je lui avais prêté serment. » Septembre 1934. Le calme règne en Allemagne. Hitler entre dans Nuremberg. Pendant une semaine, la convention du parti va se tenir dans cette ville. Désormais, Hitler est le maître absolu de l'Allemagne.
Triomphe de la volonté. Tel est le titre du film de propagande qui deviendra vite le film en vogue de l'époque. La volonté d'un homme imbu de lui-même. Dass ihr mich gefunden habt, einen unter so vielen Millionen, das ist das Wunder. Und dass ich euch gefunden habe, das ist Deutschlands Glück. La chance de l'Allemagne est d'avoir été mise au pas. Hitler a ligoté les Allemands dans un réseau d'organisation. Il est ainsi presque impossible d'échapper à sa volonté de domination. Wo sind hier die Demokratien der anderen Länder? Wo ist es möglich, dass Volk und Führung, Nation und Regierung in solcher Art ineinander übergehen und neben und beieinander stehen? Le spectacle de Nuremberg porte un nom, Convention de la volonté. Des mots qui en disent long sur le programme et la conception de l'État. Par volonté, il faut entendre la volonté du dictateur. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen den Staat. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat. L'enrôlement des Allemands dans les organisations nazies est le mortier qui cimentera la dictature d'Hitler. Ce n'est pas l'individu qui compte, mais la masse. De celle-ci, un homme a émergé, le dictateur. Toute une société marche au même pas, porte un uniforme, éloigne ainsi à l'arrière-plan sa conscience individuelle. Hitler n'a pas besoin de contraindre beaucoup d'Allemands à le suivre. Il leur apporte ce qui leur manquait le plus. Il leur donne l'illusion qu'ils sont un grand peuple et qu'ils sont importants pour l'Allemagne et pour le monde. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Que tout cela n'était que pure folie, que l'envers du décor était sinistre. On le savait bien, ou on finissait un jour par l'apprendre. Mais personne n'en parlait. Il était interdit d'en parler. Et si malgré tout l'un de nous osait évoquer les aspects sombres de la dictature, alors il risquait sa tête. La Gestapo n'était pas à proprement parler une organisation sympathique qui donnait une petite tape sur l'épaule pour inviter à une gentille conversation. Dans leur bureau, on pouvait rester des heures et dès l'accession d'Hitler au pouvoir, ont été ouverts les premiers camps de concentration, comme chacun avait déjà pu l'apprendre ici ou là. On ne rigolait plus maintenant, l'État était présent partout. Seule la vie privée permettait des îlots de bonheur. Là, les Allemands avaient encore un peu de liberté. Par exemple, les actualités ne retransmettent pas ces images de fête entre amis ou parents. Pour le reste, l'État tient bel et bien le peuple allemand dans les mailles de son filet. L'homme chargé de cette mission, c'est Heinrich Himmler, le chef des SS. Ces troupes qui incarnent la conception hitlérienne du monde deviennent les instruments de la dictature. Les troupes d'Himmler ont fait de nous des non-êtres, des personnes qui n'avaient plus rien d'humain. C'est pourquoi ils laissaient libre cours à leurs sentiments. On les avait entraînés à cela, éduqués à cela. Ils constituaient le support de l'État.
Au-dessus d'Himmler, le maître de la répression du Reich, il n'y a qu'un homme. C'est avec du sang sur les mains et Dieu sur les lèvres que l'on prête serment en Allemagne. Tous ceux qui peuvent mettre en danger l'État sont repérés et éliminés. Une simple supposition, un vague soupçon suffisent à attirer l'attention de la Gestapo. Le peuple allemand est dépossédé de ses droits au nom de l'État et continue de penser qu'on ne lui veut pas de mal. Es ist die Aufgabe der Justiz, mitzuhelfen an der Erhaltung und Sicherung des Volkes vor jenen Elementen, die sich als Asoziale entweder den gemeinsamen Verpflichtungen zu entziehen trachten oder sich an diesen gemeinsamen Interessen versündigen. Der Nationalsozialismus ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel des nationalsozialistischen Rechtsdenkens geworden. Nous n'étions pas en position de protester. Qui donc dans une dictature peut protester? Des jeunes gens me demandent parfois pourquoi nous n'avons pas manifesté. Je voudrais bien savoir qui serait sorti vivant d'une telle manifestation. Non, vraiment, il nous était impossible de protester. Bien sûr, j'avais peur. Tout le monde avait peur à l'époque. À aucun moment, on ne pouvait vraiment respirer librement. Non, il n'y avait aucun moment où l'on n'était pas surveillé. Mais on se disait à tout instant, comme le dit la petite chanson, « Attends encore un peu, ce sera bientôt ton tour. » Wenn ich, mein Führer, Sie hier in unserer Mitte weiß, so möchte ich Ihnen als einer Ihrer ältesten Kameraden sagen, durch die Beziehung des deutschen Volkes zu Ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Volkes der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden. Tu es là où le cœur des Allemands se remet à battre plus fort, là où les bras des Allemands redoublent d'efforts, et là où des petits Allemands reprennent plaisir à rire joyeusement. Nous te portons dans nos cœurs. Tu es le Führer, le sauveur de l'Allemagne. Tu incarnes la fidélité, l'amour et notre foi. Je te dévoue tout mon amour du plus profond de mon cœur. Chaque jour et chaque heure, je te servirai et je combattrai en fidèle soldat plein de bravoure. À l'époque, tout cela était incompréhensible, terrible, borné, mensonger. C'était insupportable. Pour Hitler, le culte voué à sa personne ne nuit pas nécessairement à la quête du pouvoir. Il croit lui-même à cette image qu'il veut donner de lui. L'Allemagne devra lui ressembler et devenir sa propre œuvre artistique. Que l'Allemagne soit martiale et prête au combat, tel est son idéal. Il se voit comme le premier architecte de l'État allemand. Il donne corps à ses grands rêves d'architecture. Les bâtiments doivent avoir une forme gigantesque, colossale. Temple d'une grande illusion. Même 1000 ans plus tard, ils devront encore témoigner de la grandeur du Reich. L'homme doit se sentir tout petit. Sa vie ne compte pas. Un seul homme compte dans ce monde, Hitler. Ein wahrer Ritter ohne Furcht und Tadel, so hat die Fahne der Kultur, der Menschheit und so hat die Fahne der Kultur, der Menschheit und der Zivilisation in seine starke Hand genommen und sie erhobenen Hauptes der Drohung und dem Ansturm der Weltrevolution entgegengetragen.
Hitler, le Führer du peuple allemand, son sauveur. Avec quelle schizophrénie, plus exactement par quel profond mensonge, il a établi son pouvoir. Hitler à Bayreuth. Selon lui, Wagner aurait mis en musique une image universelle qu'Hitler s'approprie, le combat héroïque des titans contre un monde rempli d'ennemis. Ce que Wagner a exprimé dans son œuvre, Hitler ne l'a pas compris dans la mesure où il a pratiquement confondu les aspects utopiques et les instants dramatiques avec la réalité. Dans son opéra à la Wagner, Hitler est à la fois le metteur en scène et l'acteur principal. Pour lui, l'Allemagne entière est une grande scène, aussi bien la chancellerie du Reich que l'opéra de Bayreuth. Même lors des répétitions, il prend des notes pour sa propre mise en scène. Le culte du Führer jusque dans l'excès. Le crépuscule des faux dieux dans toute sa splendeur. Mais là où règne la folie, l'absurdité n'est pas loin. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. L'homme qui veut incarner la nation allemande veut se rendre partout en Allemagne, et de préférence en la survolant. Suivant ses envies et ses humeurs, il modifie ses rendez-vous. Il ne reste pas plus d'une heure à chaque endroit, comme s'il fallait qu'il s'assure de son pouvoir dans tout le Reich. Il a besoin de sentir que partout, la foule le soutient et l'approuve. Hitler par monts et par vaux. C'est de cette manière qu'il aime gouverner, aller d'une célébration à une autre. Hitler, l'homme politique errant. Il fait du mode de vie qu'il avait en tant qu'adolescent son principe politique. Le chancelier et Führer des Allemands n'aime pas le travail régulier. La nouvelle chancellerie du Reich est souvent orpheline. Hitler pense que le bâtiment a été construit pour lui uniquement. Comment un autre pourrait-il lui succéder puisqu'il se considère comme le grand homme de l'histoire de l'Allemagne? Son bureau est rarement occupé. Selon Hitler, une seule idée de génie vaut bien plus qu'une vie entière passée derrière des piles de dossiers. C'est pourquoi la nouvelle salle de réunion du gouvernement n'est en fait qu'une salle de musée. Les ministres ne tiendront jamais séance ici. Autrement, comment Hitler pourrait-il exercer sa domination? Hitler est-il un dictateur faible? A-t-il laissé le vrai pouvoir à ses lieutenants? Ce sont les têtes du parti qui marquent apparemment de plus en plus l'image de la dictature. Mais beaucoup d'entre eux ne se contentent pas d'accumuler les pouvoirs. La dictature d'Hitler signifie aussi corruption, intrigue, actes arbitraires. Tout cela ne semble pourtant pas nuire au prestige du dictateur, si le Führer savait ça.
Chaque fois qu'on me disait si le Führer savait ça, c'était une phrase pour nous induire en erreur. Le Führer était au courant de beaucoup de choses. Il savait bien que ses projets dirigeraient le peuple allemand droit vers la guerre. Il sait surtout que sans lui, rien n'est possible. Le pouvoir d'Hitler repose sur la soumission de ses seconds, non pas sur leurs compétences. La moindre critique sur le Führer est aussitôt interprétée comme une menace pour la sûreté de l'État. Il sait aussi que parmi ses seconds, certains comme Ribbentrop prennent les devants et accomplissent des actes en croyant qu'Hitler les aurait lui-même entrepris. Il brigue ses faveurs. La lutte d'influence que se livrent ces lieutenants justifie donc la domination d'Hitler. Sans le Führer, rien n'allait. C'était l'impression qu'on avait à l'époque. Mais c'était pas tant le fait qu'il faisait tout lui-même, mais que sans lui, rien ne marchait. Déléguer tout en restant le maître, telle est la loi fondamentale de la dictature d'Hitler. Au sein de l'administration, de la Wehrmacht et du parti, de plus en plus d'hommes de confiance occupent de plus en plus de fonctions nouvellement créées. Seule la main de fer du maître peut souder toute cette prolifération sauvage. Les ordres du Führer sont comme un carcan. C'est de cette manière qu'Hitler exerce sa domination. Nichts ist möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, denn immer die anderen zu gehorchen haben. Von oben beginnend und ganz unten erst endend. C'est le principe de l'autorité indiscutée sur lequel repose la dictature nazie. Dès leur plus jeune âge, les Allemands l'apprennent. La dictature du Führer est donc aussi une dictature de l'éducation. Hitler pense que celui qui a la jeunesse en main dominera l'avenir. Pour cela, il est prêt à employer tous les moyens. Son but n'est pas une éducation progressive, mais une éducation par la discipline. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen, auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Hitler veut un groupe et non des individus. L'approbation indiscutable. Du dévouement inconditionnel. Hitler veut que la jeunesse allemande soit dominatrice, héroïque, préparée à des actes de violence. La jeunesse doit former un groupe soudé, sans personnalité. Mon frère aîné ne voulait pas entrer dans cette organisation de masse. Moi, par contre, j'ai toujours pris plaisir à me trouver en compagnie d'autres, à me mesurer à d'autres. Pour moi, la vie en communauté était à vrai dire plus importante que l'idéologie, qu'on nous martelait, bien évidemment. Mais ce que je recherchais, comme beaucoup d'autres, c'était l'expérience de la vie en communauté, que n'importe quelle autre organisation de jeunesse aurait pu offrir, mais qui était interdite. Les jeunesses hitlériennes étaient donc, à l'époque, le seul moyen de vivre cela. Bien entendu, Hitler a exploité ce goût pour la vie en communauté. Hitler représentait pour moi la patrie. Et en aucun cas, je n'aurais voulu passer pour quelqu'un qui refuse le service que sa patrie lui demande. Et puis, je ne connaissais pas d'autre patrie que celle dont Hitler se faisait le représentant. C'est seulement plus tard que j'ai pris conscience, et que tout le monde a pris conscience, que notre belle patrie était dirigée par un assassin de juifs. Pour réaliser son projet meurtrier, l'assassin doit lancer une guerre bien préparée. C'est pourquoi l'Allemagne commence à s'armer. Mais pas au détriment de la consommation.
Le dictateur a besoin de compatriotes rassasiés pour mener son projet à bien. Du beurre et des canons. L'armement de l'Allemagne se fait à crédit. Mais au bout du compte, il ne reste plus que deux choix possibles, la banqueroute ou la guerre. Le dictateur a pris sa décision depuis longtemps. Mais le peuple allemand ne soupçonne rien encore. Ainsi que reposait sa dictature. Le régime offrait au peuple allemand des voyages à Madère, du beurre et surtout du travail. Mais tous ceux qui n'obéissaient pas étaient fusillés. Et puis un jour, la guerre a éclaté et les femmes ont pleuré leur mort. Le peuple allemand considérait Hitler comme le sauveur, car il le libérait de ses terribles angoisses. De ce fait, beaucoup avaient une trop haute image de lui. C'était comme une parole religieuse. Toi qui connais notre détresse, toi qui nous aides. Ce culte apparaît aujourd'hui presque inconcevable. Tous les Allemands étaient-ils donc aveugles? Ces images montrent des Allemands en liesse, mais se gardent bien de montrer tous les autres, les sceptiques et les mécontents. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. Car ces Allemands en liesse ne sont pas tout le peuple. Il existe encore des Allemands qui se dérobent à la folie des rassemblements. Dans la foule en liesse circule tout bas une petite blague. Pourquoi les Allemands doivent-ils toujours crier « Heil » pour se dire bonjour? Parce qu'ils ne connaissent plus de bonjour. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Der Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Ich heil mich selbst. Le dictateur cherche à maintenir son peuple de bonne humeur. Car qui veut exercer sa domination doit permettre au peuple de s'amuser. Les Jeux Olympiques de Berlin constituent pour Hitler l'occasion rêvée. La décision de choisir Berlin est tombée bien avant son accession au pouvoir. Cependant, Hitler donne l'illusion que ce sont ses Jeux. Rien ne doit venir troubler la belle apparence d'un dictateur qui ne cherche que la paix. Le loup s'est adouci, l'illusion est parfaite. L'équipe française entre dans le stade et salue Hitler du salut nazi. Était-ce bien nécessaire? Seuls les Allemands avaient pris l'habitude de le saluer de cette manière. Tandis que le monde entier tourne les yeux vers cette Allemagne qui semble si pacifique, Hitler dicte une ordonnance. Tout ici donne l'illusion d'une fête des peuples. Mais Hitler se sent profondément agacé quand le peuple allemand s'enflamme pour les athlètes de couleur. Et si une médaille d'or échappe aux athlètes allemands, partis favoris, le dictateur se sent alors personnellement offensé.
Der Sieg ist der deutschen Staffel nicht mehr zu nehmen. Der letzte Wechsel kommt. Wechsel, die Dörfel. Deutschland verliert den Stab. Der Weg ist frei für Amerika. Trois ans après, la route est libre pour Hitler. Désormais, il fait ce qu'il veut de la Wehrmacht. Wenn ich nicht der Herr nach dem Weggang des Generalfeldmarschalls von Blomberg entschloss, nunmehr meine Befehlsgewalt über die 3 Wehrmachtsteile direkt auszuüben, dann hoffe ich, dass wir dadurch zu jener Verstärkung unserer militärischen Machtmittel in kürzester Zeit kommen werden, die die allgemeinen Zeitumstände heute angezeigt sein lassen. Ce que Hitler appelle les circonstances, c'est en fait la guerre. Hitler fête ses 50 ans en organisant la plus grande parade militaire que l'Allemagne ait jamais connue. L'anniversaire d'un maître absolu. Son peuple ne représente pour lui qu'un simple instrument. Il est complètement lié à son propre destin. Pour le moment, ses bottes ne résonnent qu'en Allemagne. Et un an plus tard, elles marchent à travers une bonne partie de l'Europe. Pologne, Danemark, Norvège, Hollande, Belgique, Luxembourg, France. Pendant 4 heures, un cortège de véhicules de combat, de chars et de canons défile devant la tribune d'honneur. Le Reich voulu par Hitler est fin prêt pour la guerre. C'est le message qu'il faut tirer de cette mise en scène. Il est enjolivé par une vieille tradition militaire dont le sens est détourné. Ceux qui l'acclament ne savent pas encore qu'il les a dupés et qu'il continue à le faire. Et surtout, ils ignorent qu'il va les mener droit à la guerre. Cependant, le cours des événements ne dépend plus de leur volonté, mais d'un seul homme, Hitler. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Que parmi ces seconds, certains comme Ribbentrop prennent les devants et accomplissent des actes en croyant qu'Hitler les aurait lui-même entrepris. Il brigue ses faveurs. La lutte d'influence que se livrent ces lieutenants justifie donc la domination d'Hitler. Sans le Führer, rien n'allait. C'était l'impression qu'on avait à l'époque. Mais c'était pas tant le fait qu'il faisait tout lui-même, mais que sans lui, rien ne marchait. Déléguer tout en restant le maître, telle est la loi fondamentale de la dictature d'Hitler. Au sein de l'administration, de la Wehrmacht et du parti, de plus en plus d'hommes de confiance occupent de plus en plus de fonctions nouvellement créées. Seule la main de fer du maître peut souder toute cette prolifération sauvage. Les ordres du Führer sont comme un carcan. C'est de cette manière qu'Hitler exerce sa domination. Nichts ist möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, dem immer die anderen zu gehorchen haben.
von oben beginnend und ganz unten erst endend. C'est le principe de l'autorité indiscutée sur lequel repose la dictature nazie. Dès leur plus jeune âge, les Allemands l'apprennent. La dictature du Führer est donc aussi une dictature de l'éducation. Hitler pense que celui qui a la jeunesse en main dominera l'avenir. Pour cela, il est prêt à employer tous les moyens. Son but n'est pas une éducation progressive, mais une éducation par la discipline. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen, auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Hitler veut un groupe et non des individus. L'approbation indiscutable. Du dévouement inconditionnel. Hitler veut que la jeunesse allemande soit dominatrice, héroïque, préparée à des actes de violence. La jeunesse doit former un groupe soudé, sans personnalité. Deutschland verliert den Stab! Der Weg ist frei für Amerika! 3 ans après, la route est libre pour Hitler. Désormais, il fait ce qu'il veut de la Wehrmacht. Wenn ich nicht der Herr nach der Beckern des Generalfeldmarschalls von Blomberg entschloss, nunmehr meine Befehlsgewalt über die 3 Wehrmachtsteile direkt auszuüben, dann hoffe ich, dass wir dadurch zu jener Verstärkung unserer militärischen Machtmittel in kürzester Zeit kommen werden, die die allgemeinen Zeitumstände heute angezeigt sein lassen. Ce que Hitler appelle les circonstances, c'est en fait la guerre. Hitler fête ses 50 ans en organisant la plus grande parade militaire que l'Allemagne ait jamais connue. L'anniversaire d'un maître absolu. Son peuple ne représente pour lui qu'un simple instrument. Il est complètement lié à son propre destin. Pour le moment, ses bottes ne résonnent qu'en Allemagne. Et 1 an plus tard, elles marchent à travers une bonne partie de l'Europe. Pologne, Danemark, Norvège, Hollande, Belgique, Luxembourg, France. Pendant 4 heures, un cortège de véhicules de combat, de chars et de canons défile devant la tribune d'honneur. Le Reich voulu par Hitler est fin prêt pour la guerre. C'est le message qu'il faut tirer de cette mise en scène. Il est enjolivé par une vieille tradition militaire dont le sens est détourné. Ceux qui l'acclament ne savent pas encore qu'il les a dupés et qu'il continue à le faire. Et surtout, ils ignorent qu'il va les mener droit à la guerre. Cependant, le cours des événements ne dépend plus de leur volonté, mais d'un seul homme, Hitler. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Hitler veut un groupe et non des individus. L'approbation indiscutable. Du dévouement inconditionnel.
Hitler veut que la jeunesse allemande soit dominatrice, héroïque, préparée à des actes de violence. La jeunesse doit former un groupe soudé, sans personnalité. Mon frère aîné ne voulait pas entrer dans cette organisation de masse. Moi, par contre, j'ai toujours pris plaisir à me trouver en compagnie d'autres, à me mesurer à d'autres. Pour moi, la vie en communauté était à vrai dire plus importante que l'idéologie qu'on nous martelait, bien évidemment. Mais ce que je recherchais, comme beaucoup d'autres, c'était l'expérience de la vie en communauté que n'importe quelle autre organisation de jeunesse aurait pu offrir, mais qui était interdite. Les jeunesses hitlériennes étaient donc, à l'époque, le seul moyen de vivre cela. Bien entendu, Hitler a exploité ce goût pour la vie en communauté. Hitler représentait pour moi la patrie. Et en aucun cas, je n'aurais voulu passer pour quelqu'un qui refuse le service que sa patrie lui demande. Et puis, je ne connaissais pas d'autre patrie que celle dont Hitler se faisait le représentant. C'est seulement plus tard que j'ai pris conscience, et que tout le monde a pris conscience, que notre belle patrie était dirigée par un assassin de juifs. Pour réaliser son projet meurtrier, l'assassin doit lancer une guerre bien préparée. C'est pourquoi l'Allemagne commence à s'armer. Mais pas au détriment de la consommation. Le dictateur a besoin de compatriotes rassasiés pour mener son projet à bien. Du beurre et des canons. L'armement de l'Allemagne se fait à crédit. Mais au bout du compte, il ne reste plus que deux choix possibles, la banqueroute ou la guerre. Le dictateur a pris sa décision depuis longtemps. Mais le peuple allemand ne soupçonne rien encore. Ainsi que reposait sa dictature. Le régime offrait au peuple allemand des voyages à Madère, du beurre et surtout du travail. Mais tous ceux qui n'obéissaient pas étaient fusillés. Et puis un jour, en Allemagne. Tous ceux qui peuvent mettre en danger l'État sont repérés et éliminés. Une simple supposition, un vague soupçon, suffisent à attirer l'attention de la Gestapo. Le peuple allemand est dépossédé de ses droits au nom de l'État et continue de penser qu'on ne lui veut pas de mal. Es ist die Aufgabe der Justiz, mitzuhelfen an der Erhaltung und Sicherung des Volkes vor jenen Elementen, die sich als Asoziale entweder den gemeinsamen Verpflichtungen zu entziehen trachten oder sich an diesen gemeinsamen Interessen versündigen. Der Nationalsozialismus ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel des nationalsozialistischen Rechtsdenkens geworden. Nous n'étions pas en position de protester. Qui donc dans une dictature peut protester? Des jeunes gens me demandent parfois pourquoi nous n'avons pas manifesté. Je voudrais bien savoir qui serait sorti vivant d'une telle manifestation. Non, vraiment, il nous était impossible de protester. bien sûr, j'avais peur. Tout le monde avait peur à l'époque. À aucun moment, on ne pouvait vraiment respirer librement. Non, il n'y avait aucun moment où l'on n'était pas surveillé. Mais on se disait à tout instant, comme le dit la petite chanson, « Attends encore un peu, ce sera bientôt ton tour. » Wenn ich, mein Führer, Sie hier in unserer Mitte weiß, so möchte ich Ihnen als einer Ihrer ältesten Kameraden sagen, durch die Beziehung des deutschen Volkes zu Ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Volkes der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden. Tu es là où le cœur des Allemands se remet à battre plus fort, là où les bras des Allemands redoublent d'efforts, et là où des petits Allemands reprennent plaisir à rire joyeusement.
Nous te portons dans nos cœurs. Tu es le Führer, le sauveur de l'Allemagne. Tu incarnes la fidélité, l'amour et notre foi. Je te dévoue tout mon amour du plus profond de mon cœur. Chaque jour et chaque heure, je te servirai et je combattrai en fidèle soldat plein de bravoure. À l'époque, tout cela était incompréhensible, terrible, borné, mensonger. C'était insupportable. Pour Hitler, le culte voué à sa perte pouvoir absolu. Hitler veut ainsi regagner la confiance de la bourgeoisie. Tout ce spectacle n'était qu'une comédie, je ne l'ai pas pris au sérieux. Pour moi, ce n'était qu'un leurre, et l'histoire a montré que c'était bien cela. Aurait-on pu encore barrer la route à Hitler? Les esprits critiques eux aussi se sont laissés berner par ce spectacle. Ils ont oublié que depuis l'accession d'Hitler au pouvoir, c'est la violence qui règne. Impossible, mais beaucoup pensent que cela n'ira pas plus loin. Hitler dupe beaucoup d'Allemands et presque tous se laissent abuser. 2 jours plus tard, l'honnête homme révèle son vrai visage. Hitler, qui porte la chemise brune des SA, arrive devant l'Opéra Kroll pour la session du Reichstag. Le Parlement, qui n'en est plus un, tient désormais séance dans ce bâtiment. À l'entrée, les SA intimident avec leurs armes les derniers démocrates. En votant la loi sur les pleins pouvoirs, le Reichstag se prive de son propre pouvoir. Seul le Parti social-démocrate s'y oppose. Désormais, Hitler détient tous les pouvoirs. La démocratie s'élimine d'elle-même, cédant la place à la dictature. Tout cela dans une apparente légalité. Après le vote de la loi sur les pleins pouvoirs, on savait qu'Hitler s'était accaparé tous les pouvoirs et qu'il lui était désormais possible de mettre tout son programme en œuvre. On savait qu'il n'y aurait plus d'assemblée et qu'il incarnerait à lui seul l'État allemand. Ce nouvel État ne repose plus désormais sur la loi fondamentale, mais uniquement sur l'arbitraire d'un seul homme. Ce que cela signifie, le peuple allemand va l'apprendre rapidement. C'est par milliers que les opposants au régime disparaissent dans des camps de concentration prétendument réglementaires. Dachau est le premier camp mis en service. Chacun peut lire cette nouvelle dans le Völkischer Beobachter, le jour même où Hitler promet à Potsdam ordre et justice dans ce nouvel État. Nous voulions continuer à vivre notre adolescence sans subir aucune sorte d'influence. À ce moment-là, on nous a dit que nous avions péché contre l'État. Pas contre les nationaux socialistes, mais bien contre l'État, contre le Reich et contre la Révolution nationale. Tout cela n'était pour nous que des grandes phrases. Or, on nous a accusés de porter atteinte à la sûreté de l'État. Les opposants étaient envoyés dans les camps. C'était l'arbitraire total. Seule une dictature pouvait se comporter de la sorte. L'état de droit n'existait plus. En août 1934, Hindenburg, président du Reich, décède. Il avait eu le temps de manifester son approbation grandissante vis-à-vis des coups de force du chancelier. À sa mort, Hitler se proclame de lui-même président du Reich, cumulant ainsi les fonctions de président et de chancelier. Il se donne le nom de Führer. Maintenant, il a vraiment tous les pouvoirs. Ses proches collaborateurs ne doivent plus dire « Bonjour, monsieur le chancelier », mais « Heil, mon Führer ». Le salut hitlérien marque le début d'une nouvelle ère. Diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, Le serment était un moyen très habile pour établir un lien avec le passé et pour rallier ainsi au national-socialisme une bonne partie des officiers encore hésitants
et très fortement attaché à la monarchie. Puisqu'il fallait à tout prix prêter serment à quelqu'un, alors on a prêté serment au Führer. Ça s'est passé tout simplement comme ça. De plus, le fait de prêter serment à une personne plaisait plus aux soldats allemands que de jurer sur un livre. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'était comme ça. Le serment comme remerciement pour avoir commis un meurtre, celui d'Ernström, le concurrent d'Hitler. Pour beaucoup de soldats qui, par leurs convictions personnelles, auraient pu rechigner, le serment, et cela je le sais par ma propre expérience, entravait toute velléité de rébellion. Il y a eu certainement un bon nombre d'officiers qui se sont servis de ce serment pour se disculper, pour pouvoir se dire « Ma foi, je n'ai rien entrepris contre cet homme parce que je lui avais prêté serment. » Septembre 1934. Le calme règne en Allemagne. Hitler entre dans Nuremberg. Pendant une semaine, la convention du parti va se tenir dans cette ville. Désormais, Hitler est le maître absolu de l'Allemagne. Triomphe de la volonté. Tel est le titre du film de propagande qui deviendra vite le film en vogue de l'époque. Loi sur les pleins pouvoirs, on savait qu'Hitler s'était accaparé tous les pouvoirs et qu'il lui était désormais possible de mettre tout son programme en œuvre. On savait qu'il n'y aurait plus d'assemblée et qu'il incarnerait à lui seul l'État allemand. Ce nouvel État ne repose plus désormais sur la loi fondamentale, mais uniquement sur l'arbitraire d'un seul homme. Ce que cela signifie, le peuple allemand va l'apprendre rapidement. C'est par milliers que les opposants au régime disparaissent dans des camps de concentration prétendument réglementaires. Dachau est le premier camp mis en service. Chacun peut lire cette nouvelle dans le Völkischer Beobachter, le jour même où Hitler promet à Potsdam ordre et justice dans ce nouvel État. Nous voulions continuer à vivre notre adolescence sans subir aucune sorte d'influence. À ce moment-là, on nous a dit que nous avions péché contre l'État. Pas contre les nationaux socialistes, mais bien contre l'État, contre le Reich et contre la Révolution nationale. Tout cela n'était pour nous que des grandes phrases. Or, on nous a accusés de porter atteinte à la sûreté de l'État. Les opposants étaient envoyés dans les camps. C'était l'arbitraire total. Seule une dictature pouvait se comporter de la sorte. L'état de droit n'existait plus. Meine Herren, seit dem 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen, die in unserer Geschichte einst mit Recht als die nationale Revolution bezeichnet werden wird. Dass ein solcher geschichtlicher Vorgang, wie jede Kampfhandlung, hier und da auch von bedauerlichen Erscheinungen begleitet ist, liegt auf der Hand. Les propos d'Hitler semblent bien cyniques quand on voit ce qui se passe en Allemagne au même moment. Les Juifs ne sont plus des Allemands. C'est ce que veut Hitler. Ils finiront donc dans les camps à Auschwitz, par exemple. Les Juifs qui le peuvent quittent l'Allemagne avant qu'il ne soit trop tard. L'élite intellectuelle, elle aussi, fuit l'Allemagne. Parmi eux, Thomas Mann, Kortner, Richard Tauber, Albert Einstein. Ernst Lubitsch fut l'un des premiers à s'enfuir aux USA. Désormais, les bons Allemands sont entre eux. D'un côté, une forme gigantesque, colossale. Temple d'une grande illusion. Même 1000 ans plus tard, ils devront encore témoigner de la grandeur du Reich.
L'homme doit se sentir tout petit. Sa vie ne compte pas. Un seul homme compte dans ce monde. Hitler. Ein wahrer Ritter ohne Furcht und Tadel, so hat die Fahne der Kultur der Menschheit und so hat die Fahne der Kultur der Menschheit und der Zivilisation in seine starke Hand genommen und sie erhobenen Hauptes der Drohung und dem Ansturm der Weltrevolution entgegengetragen. Hitler, le Führer du peuple allemand, son sauveur. Avec quelle schizophrénie, plus exactement par quel profond mensonge, il a établi son pouvoir. Hitler à Bayreuth. Selon lui, Wagner aurait mis en musique une image universelle qu'Hitler s'approprie, le combat héroïque des titans contre un monde rempli d'ennemis. Ce que Wagner a exprimé dans son œuvre, Hitler ne l'a pas compris dans la mesure où il a pratiquement confondu les aspects utopiques et les instants dramatiques avec la réalité. Dans son opéra à la Wagner, Hitler est à la fois le metteur en scène et l'acteur principal. Pour lui, l'Allemagne entière est une grande scène, aussi bien la chancellerie du Reich que l'opéra de Bayreuth. Même lors des répétitions, il prend des notes pour sa propre mise en scène. Le culte du Führer jusque dans l'excès. Le crépuscule des faux dieux dans toute sa splendeur. Mais là où règne la folie, l'absurdité n'est pas loin. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist uns geschaffen! Sondern wir schaffen uns unseren Staat! L'enrôlement des Allemands dans les organisations nazies est le mortier qui cimentera la dictature d'Hitler. Ce n'est pas l'individu qui compte, mais la masse. De celle-ci, un homme a émergé, le dictateur. Toute une société marche au même pas, porte un uniforme, éloigne ainsi à l'arrière-plan sa conscience individuelle. Hitler n'a pas besoin de contraindre beaucoup d'Allemands à le suivre. Il leur apporte ce qui leur manquait le plus. Il leur donne l'illusion qu'ils sont un grand peuple, et qu'ils sont importants pour l'Allemagne et pour le monde. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Que tout cela n'était que pure folie, que l'envers du décor était sinistre. On le savait bien, ou on finissait un jour par l'apprendre. Mais personne n'en parlait. Il était interdit d'en parler. Et si malgré tout l'un de nous osait évoquer les aspects sombres de la dictature, alors il risquait sa tête.
La Gestapo n'était pas à proprement parler une organisation sympathique qui donnait une petite tape sur l'épaule pour inviter à une gentille conversation. Dans leur bureau, on pouvait rester des heures et dès l'accession d'Hitler au pouvoir, ont été ouverts les premiers camps de concentration, comme chacun avait déjà pu l'apprendre ici ou là. On ne rigolait plus maintenant, l'État était présent partout. Seule la vie privée permettait des îlots de bonheur. Là, les Allemands avaient encore un peu de liberté. Par exemple, les actualités ne retransmettent pas ces images de fête entre amis ou parents. Pour le reste, l'État tient bel et bien le peuple allemand dans les mailles de son filet. L'homme chargé de cette mission... Die große Zeit ist jetzt angebrochen, auf die wir 14 Jahre lang gehofft hatten. Deutschland ist nun erwacht. Da möchte ich euch jetzt danken, dass ihr nicht wankend geworden seid, dass ihr mich in der Zeit nicht verlassen habt. Denn nur euch allein ist ja das alles zuzuschreiben. Wenn ihr damals gegangen wärt, niemals wäre Deutschland mehr gerettet worden. Und ihr müsst heute nun aber auch die unerschütterliche Kampftruppe sein der nationalen Revolution. Pour Röhm, cette révolution nationale n'est pas allée suffisamment loin. Par ailleurs, il aspire à plus de pouvoir. Il cherche à rassembler les SA et la Reichswehr, l'armée du Reich, en une armée populaire sous son commandement. Les généraux de la Reichswehr s'alarment devant les revendications de plus en plus précises que formule Röhm. Hitler doit trancher. La décision n'est pas difficile à prendre car il a besoin des généraux de la Reichswehr pour cette guerre qu'il a planifiée depuis longtemps. Hitler donne donc l'ordre d'assassiner Röhm. In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. En août 1934, Hindenburg, président du Reich, décède. Il avait eu le temps de manifester son approbation grandissante vis-à-vis des coups de force du chancelier. À sa mort, Hitler se proclame de lui-même président du Reich, cumulant ainsi les fonctions de président et de chancelier. Il se donne le nom de Führer. Maintenant, il a vraiment tous les pouvoirs. Ses proches collaborateurs ne doivent plus dire « Bonjour, monsieur le chancelier », mais « Heil, mon Führer ». Le salut hitlérien marque le début d'une nouvelle ère. Diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, Der Eid war ein sehr geschicktes Mittel. Le serment était un moyen très habile pour établir un lien avec le passé et pour rallier ainsi au national-socialisme une bonne partie des officiers encore hésitants et très fortement attachés à la monarchie. Puisqu'il fallait à tout prix prêter serment à quelqu'un, alors on a prêté serment au Führer. Ça s'est passé tout simplement comme ça. De plus, le fait de prêter serment à une personne plaisait plus aux soldats allemands que de juger. « 30 janvier 1933. Hitler est maintenant sur le chemin du pouvoir absolu. Quelques centaines de personnes crient « Heil mein Führer » pour saluer un changement de gouvernement comme il s'en est produit si souvent au cours de la République de Weimar. Les images ne trahissent rien d'anormal. C'est un gouvernement conservateur avec son nouveau chancelier. Nous avons choisi Hitler, mais nous sommes toujours les maîtres de ce pays, pense von Papen, le vice-chancelier. Or, Hitler a toujours été clair sur ce point.
S'il prend un jour le pouvoir, il ne l'abandonnera plus jamais. Avait-on prêté suffisamment attention à cette profession de foi? Un simple changement de gouvernement, en apparence, mais la vérité est tout autre. Les bannières à croix gammée flottent déjà sur le pays. L'Allemagne marche tout droit vers la dictature. Tous ceux qui ne suivent pas le mouvement sont persécutés. Dès la première nuit suivant la prise de pouvoir d'Hitler, l'État pratique ouvertement la terreur. Ces images ont été prises à la dérobée. Extrait d'un film américain de l'époque tourné par un juif allemand qui a pu quitter l'Allemagne avant qu'il ne soit trop tard. Étonnement, peur, effroi. Les Allemands prennent conscience de ce qui se passe. Celui qui vient d'accéder au pouvoir en Allemagne ne plaisante pas. Hitler était un dictateur qui savait manipuler le pouvoir et qui était capable d'user de toute la brutalité et de toutes les cruautés nécessaires à asseoir son autorité. Il a utilisé son pouvoir jusqu'au bout, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. 10 jours après avoir pris le pouvoir, Hitler, le nouveau chancelier du Reich, apparaît en public pour la première fois. Un grand rassemblement est organisé au Palais des Sports de Berlin. La foule est venue nombreuse pour le voir. Seule une dictature peut réussir à rassembler autant de gens. Et Hitler se fera un plaisir de le répéter.